Bonjour Marie Delenzel. Bonjour. Ravie de vous accueillir, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aux Idées mènent le monde dans cette dernière journée pour parler de ce sujet très grave, je le disais dans le petit mot d'introduction, cette décision politique et uniquement politique, on verra par quoi elle a été émue bien évidemment, contre laquelle vous vous êtes très rapidement exprimé, insurgé. Comment est venue cette réaction qui a donné lieu quelques mois après, très vite, à votre livre « L'adieu interdit ». Vous qui avez fait de votre combat pour l'accompagnement de fin de vie cette décision politique prise à l'encontre de tout ce pourquoi vous vous battez depuis des années. Comme tout le monde, j'ai pris connaissance de ces mesures sanitaires qui ont imposé très rapidement et très brutalement l'interdiction des visites, d'abord, et l'interdiction de tous les rites qui, depuis la nuit des temps, structurent le rapport que les vivants ont avec les morts. Et c'est d'ailleurs Boris Cyrulnik, qui est ici aussi, que j'ai salué tout à l'heure, qui a réagi aussi très vite, et en parlant de rupture anthropologique, car jamais dans l'histoire de l'humanité, une décision politique et sanitaire n'a empêché quelqu'un qui en avait envie d'aller dire au revoir à quelqu'un qui allait mourir. Et donc j'ai réagi très vite et je me suis trouvée aussi en cellule, je dirais en plateforme plutôt de soutien au téléphone avec des directeurs d'EHPAD, très déroutés aussi, il faut le dire, par ces mesures. J'étais aussi en plateforme de soutien de familles, de personnes seules aussi, et de soignants. Et j'ai entendu vraiment une souffrance. Le mot que j'ai employé dans mon livre, et qui vient d'ailleurs, qui ne vient pas de moi, mais d'une infirmière qui a dit qu'ils avaient vécu un cauchemar d'inhumanité. C'est vraiment, et le terme n'est pas trop fort, parce que donc effectivement j'ai parlé de cette souffrance, évidemment des soignants, puisque quand ils choisissent cette profession, qui est une profession quand même humaniste, dans laquelle je dirais leurs valeurs ont été complètement bousculées. Empêcher une famille de venir dire au revoir à un proche, c'était quelque chose qui était quasiment, pour beaucoup, de l'ordre de l'impossible. Les familles aussi, les familles qui se sont trouvées quelquefois à quelques mètres de la chambre d'une personne qui agonisait et il y avait juste une porte à franchir. Toutes ces familles qui, pour la plupart, n'ont pas osé franchir cette porte parce qu'il y avait la peur. On le leur interdisait. Et l'interdit. Et puis, évidemment, les personnes qui sont mortes et dont, il faut le rappeler, beaucoup, et on n'a jamais eu évidemment les chiffres, parce que comme on ne savait pas tester, on ne pouvait, mais beaucoup sont morts, non pas du Covid, mais de désespoir, de solitude, de chagrin, tout simplement du sentiment que la vie ne valait tout simplement plus la peine d'être vécue. Quand on est très âgé, que la seule chose qui vous maintient encore, qui vous donne encore envie de vivre, c'est la visite hebdomadaire, peut-être d'un enfant, d'un petit enfant, ou bien tout simplement la
la relation avec une voisine de chambre, avec lesquelles on parle de sa vie, et que tout ça s'est arrêté brutalement, là, on imagine la détresse de ces personnes. Elles se sont, pour beaucoup, laissées mourir de faim, ce qu'on appelle le syndrome du glissement. Et quand elles sont évidemment aux portes de la mort, elles n'ont réclamant leurs enfants, eh bien, on le leur a interdit. Sauf, quand même, c'est là aussi ce que j'ai découvert. C'est pour ça que dans mon livre « L'adieu interdit », il y avait vraiment 2 grands chapitres, qui est « Quand la peur a raison de l'humain » et « Quand l'humain a raison de la peur ». Parce qu'il y a eu des soignants, des directeurs d'EHPAD qui ont contourné, je dirais, non pas la loi, parce qu'il n'y avait aucun fondement juridique. Exactement, aucun fondement juridique. À ces interdictions, aucun. C'était des consignes sanitaires. Et donc, ils ont contourné, ils ont trouvé par 1000 façons d'essayer de rester le plus humain possible. Et j'en ai donné des témoignages aussi. Voilà. Oui, parce que vous redites à maintes reprises dans votre livre, ces résidents étaient malgré tout approchés, et bien sûr par le personnel soignant, donc masqués, gantés. Et donc pourquoi n'avons-nous pas équipé un père, une mère, enfin un fils, un petit-fils, un mari, une épouse de ces mêmes équipements, barrières, pour s'approcher au moins et d'avoir une communication, une relation avec le résident? Ça a été une incompréhension. Je n'ai d'ailleurs toujours pas la réponse. Pourquoi, alors qu'une personne, je dirais, recluse dans sa chambre, pouvait recevoir la visite d'un être humain qui était en général une aide-soignante équipée avec un masque, je dirais des blouses, pour venir ne serait-ce que lui faire sa toilette ou lui donner un repas. Le repas. Comment se fait-il qu'on n'ait pas pensé qu'un proche qui était désireux de le faire, parce que toutes les familles n'étaient pas forcément désireuses de venir faire la toilette ou, je dirais, donner un repas, parce qu'il y avait aussi des gens dans les familles qui avaient peur. Bien sûr, bien sûr. Et qui ne sont pas venus rendre visite. Mais ceux qui le demandaient, pourquoi ne les a-t-on pas équipés de la même manière que les soignants, pour pouvoir faire ces gestes qui sont des gestes du quotidien, mais qui sont des gestes qui permettent d'approcher, de toucher, parce que même avec des gants, on touche. Ça, je n'ai toujours pas la réponse. Et vous citez effectivement ces témoignages très touchants de directeurs d'EHPAD, de directrices et de directeurs d'EHPAD qui ont su faire preuve d'humanité, qui n'ont pas eu le cœur, y compris quand une fille s'est approchée de sa mère et l'a embrassée, bien qu'équipée de gants ou de masques. Et voilà, elle n'a pas eu le cœur d'interrompre ce geste, et comme on la comprend. Oui, et elle m'a dit après coup elle se sentait un peu coupable d'avoir transgressé les consignes, mais au fond d'elle-même, c'est-à-dire vraiment dans sa conscience, elle était heureuse d'avoir laissé faire. Donc ça, je l'ai beaucoup entendu pour ceux qui ont su justement passer par-dessus ces interdits et qui n'avaient pas le cœur, effectivement, parce que c'est sûr qu'une fille qui venait dire au revoir à sa mère, une mère qui tend les bras et qui lui fait signe qu'elle a besoin d'être embrassée, on sait quand même que ce sont ces derniers gestes et ce qui permettent justement de pouvoir mourir en paix, et pour ceux qui restent, d'avoir un deuil qui est beaucoup moins, je dirais, difficile et compliqué que quand on n'a pas pu dire au revoir, parce que les conséquences, bien sûr, c'est celles qu'on voit aujourd'hui, avec tous ces deuils impossibles. Dont on parlera dans quelques minutes. Comment se fait-il, Marie de Henzel, malgré les différentes tribunes, vous citiez Boris Cyrulnik, vous-même et d'autres encore se sont exprimés très vite, le Conseil d'éthique, encore aujourd'hui, le Conseil scientifique, pardon, lapsus tout à fait révélateur, ne compte pas dans ses rangs de psychologues, de psychanalystes, comme vous l'êtes, ou autres. On est entre scientifiques, médecins et autres, et ce n'est toujours pas le cas. Non, il n'y a personne qui représente les sciences humaines. Pas de philosophe, pas de psychologue clinicien,
pas de psychanalyste, effectivement. Personne pour dire, attention, il n'y a pas que, je dirais, la vie. On a voulu protéger la vie biologique. Il n'y a pas que le corps. Nous sommes corps, âme, esprit. La vie, c'est une vie affective, c'est une vie relationnelle, c'est une vie spirituelle, c'est aussi une vie démocratique. C'est-à-dire qu'on a aussi le droit de dire quelles sont les priorités que l'on a et les risques que l'on est prêt à prendre aussi. Vous savez comme moi, au moment de Noël, combien de personnes âgées ont dit « c'est peut-être notre dernier Noël ». Eh bien, si nous attrapons ce virus, eh bien, nous préférons ça plutôt que de passer peut-être notre dernier Noël seul. Enfermé dans notre chambre. On voit bien que la personne âgée, qui est une personne, un citoyen à part entière, il faut le rappeler quand même, il me semble que dans ce souci de protection, on a complètement oublié que c'était des citoyens à part entière qui sont parfaitement capables de dire où sont leurs priorités. Pouvez-vous nous rappeler, parce que vous avez publié de nombreux ouvrages, on parlera des derniers, je pense à La mort intime notamment, pourquoi il est important, cet accompagnement en fin de vie, pour celui qui s'en va, est important. Vous avez cette phrase, rester vivant jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Oui. Alors, ayant beaucoup accompagné, effectivement, de personnes pendant une dizaine d'années, au seuil dans les dernières semaines de leur vie, j'ai observé quelque chose qu'un psychanalyste a nommé le travail du trépas. C'est Michel de Musan. Il dit que quand quelqu'un sent sa mort venir, il y a, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer ou ce à quoi on pourrait s'attendre, un regain d'énergie qui arrive et qui est totalement surprenant parce que ce n'est pas une énergie physique. Le corps s'épuise de plus en plus, le corps est quasiment à la porte de la mort, mais un regain d'énergie psychique. Et cette énergie, elle est au service de ce que Michel de Musan appelle le travail du trépas, c'est-à-dire la dernière tâche qu'un être humain fait sur cette terre pour accomplir sa vie, c'est-à-dire boucler sa relation avec les gens qu'on aime, dire un mot, ça peut être un échange de regards, ça peut être un geste. C'est parfois peu de choses, mais on a l'impression que la personne, c'est un peu comme si, voilà, elle terminait quelque chose par ce geste, ce regard, cette parole. Et Michel de Musan a une très jolie expression. Il dit que le travail du trépas, c'est comme une tentative de se mettre complètement au monde avant de disparaître. C'est une image magnifique parce qu'elle suggère un accouchement, comme un accouchement de soi, qui est nécessaire pour pouvoir partir, pour pouvoir lâcher son corps et s'en aller. Et pour ceux qui sont témoins, ceux qui sont là, parce que pour que le travail du trépas ait lieu, il faut un autre. Bien sûr. Toutes ces personnes qui n'ont eu aucun proche à leur côté n'ont pas pu l'accomplir. Ils n'ont pas pu aller au bout de quelque chose. Un proche ou quelqu'un formé Non, il faut vraiment quelqu'un à qui on a quelque chose à dire. Donc c'est en général un proche. Et ce qui a été impossible là, c'est que des personnes sont mortes sans avoir pu dire ou fait le geste qu'ils auraient aimé faire, ou regarder une dernière fois. On sait que souvent, c'est ça, c'est un dernier regard. Et que c'est... Vous savez que, je sais pas si il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, et que je cite d'ailleurs dans mon dernier livre, qui est le livre de Delphine Orwiller, que vous avez sans doute lu aussi. Mais elle dit quelque chose qui est totalement juste. C'est que qu'actuellement, il y a 100 000 familles qui vivent avec des revenants ou des fantômes. Elle dit, qu'est-ce que c'est qu'un revenant ou un fantôme? C'est tout simplement la pensée d'un mort à qui on n'a pas pu dire au revoir, à qui on n'a pas pu justement avoir ces derniers échanges. Donc,
tous les endeuillés, la plupart des endeuillés ont une forme de culpabilité, même s'ils ne sont pour rien. Bien sûr. Hein, puisque la culpabilité, elle est au niveau de l'État. Elle n'est pas au niveau des familles. Et donc, ces familles vivent malgré tout un sentiment de culpabilité. Et donc, elles pensent à leur mort. Il vient dans les rêves, dans les cauchemars, même dans la pensée diurne, on y pense. Et ce en quoi je rejoins complètement ce que dit Delphine Horviller, c'est qu'il faut leur parler. C'est là qu'on arrive à la question du deuil, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas pu dire ou faire. Est-ce qu'on peut faire son deuil longtemps après ? On peut le faire longtemps après. Évidemment, ce n'est pas la même chose que ce qu'on aurait pu faire, mais c'est nécessaire. Parce que, justement, si la pensée des morts revient, et elle revient jusqu'à ce qu'on n'ait pas pu dire. Et dire ce qu'on aurait aimé faire aussi. Hein. Mettre des mots sur ce qui n'a pas été possible. Comment peut-on le faire ? Vous donnez plusieurs conseils. Vous avez un chapitre entièrement consacré à cette lettre aux endeuillés oui. auxquels vous vous adressez. Ça peut être des obsèques a posteriori, ça peut être une lettre. Alors, les rituels, bien sûr, il y a des rituels personnels et des rituels collectifs. Alors, j'ai parlé d'abord des rituels personnels. On peut très très bien, et moi je l'ai fait beaucoup dans ma pratique de thérapeute, parce que beaucoup de gens n'ont pas pu dire au revoir, mais pas pour des raisons d'interdit sanitaire, mais parce qu'ils n'étaient pas là, ou que la personne est morte loin, dans un autre pays, enfin bon. Mais donc, j'ai été confrontée souvent à des personnes qui étaient dans des deuils difficiles et compliqués. Et je les invitais à faire un rituel, à imaginer, inventer un rituel, parce qu'il faut que ce soit personnel. Choisir le jour, le lieu, hein, qui fasse sens. Vous savez, quand on dit un rite, c'est un temps, un lieu, une organisation de symboles. Les symboles, ça peut être quoi ? Ça peut être la photo du disparu, ça peut être une bougie que l'on allume devant, ça peut être une fleur que l'on met devant. Une organisation de symboles, et puis des mots que l'on va parler aux morts, lui dire voilà ce que j'aurais aimé te dire, voilà ce que j'aurais aimé faire. Hein. Et ça, ce sont des rituels personnels, c'est très important. Et puis on peut faire des rituels collectifs, bien sûr. Combien de familles n'ont pas pu célébrer des obsèques dignes de ce nom, puisqu'on sait qu'elles ont été limitées au début à 2 ou 3 personnes, puis ensuite à 15, enfin 30, mais je veux dire, ce qui fait, je dirais vraiment la dimension symbolique des funérailles, c'est-à-dire on se rassemble pour parler du mort, hein, à travers les témoignages, à travers tout ce qu'on peut échanger les uns les autres, hein, puisque on parle de celui qui n'est plus là, mais on parle de sa vie, parce qu'en fait, c'est ça. Les rituels, c'est fait pour parler des morts qui sont en fait des vivants, qui restent des vivants dans notre cœur et dans notre esprit. Donc, ça peut se faire même 6 mois, 1 an après. Et il faut le faire. C'est ce que la question que je vais vous poser. C'est même nécessaire. Moi, je pense que c'est nécessaire. Vous voyez, j'ai été très frappée juste avant le 2e confinement. Je suis amie de Sophie de Végian, qui était la femme de l'homme politique. Elle est dans ma chorale. Alors, c'est comme ça que nous nous connaissions. Et elle m'a invitée à une célébration qui avait lieu dans l'église arménienne à Paris, donc au mois d'octobre, vous voyez. Donc, et lui est mort dans les premiers jours du premier confinement. Et donc, évidemment, elle n'a pas pu lui dire au revoir. Et surtout, ils ont été 2 ou 3 seulement à ses obsèques. Donc, dans l'église arménienne, eh bien, évidemment, il n'était pas là, mais tout le monde a fait comme s'il était là. Hein. Il y avait une photo de lui et voilà,
tous les témoignages. Et on sent très très bien que ça a été très important pour elle, pour ses enfants, pour les amis politiques, il était député maire, pour tous ses administrés aussi. Donc voilà, ça c'est un exemple. J'ai trouvé ça très émouvant, à vrai dire. C'était bien sûr, c'était très différé dans le temps, puisque c'était 6 mois plus tard. Mais voilà. Parmi ces rites collectifs, il y en a un que vous racontez dans votre livre et qui m'a beaucoup émue. Et je me dis, mais pourquoi ne serait-il pas généralisé à bien d'autres établissements d'hébergement de personnes âgées, la haie d'honneur c'est Véronique Robert, je crois, hein, cette directrice d'EHPAD, qui a instauré ça dans un EHPAD. Pour avoir été témoin moi-même pendant le confinement, arrivant dans un établissement pour personnes âgées, un décès, et la directrice indiquant à la voiture des pompes funèbres de passer surtout par l'arrière de l'établissement pour emporter discrètement le corps. Vous pouvez nous raconter cette haie d'honneur ? Alors, c'est aussi le fruit d'un travail que j'ai fait au niveau des EHPAD pour que, justement, sortir du déni de la mort et pour que dans ces établissements, on ne considère pas la mort comme quelque chose qu'il faut taire, cacher, mais au contraire, c'est notre horizon à tous, et l'intégrer dans notre vie. Donc c'est un travail qui a été fait par cette directrice d'EHPAD, un EHPAD qui est près de Montpellier. Pendant 1 an, elle a réuni toute l'équipe et ils ont réfléchi à ce qu'ils pourraient faire pour rendre la sortie du corps un peu plus humaine. Parce que ce qui se passe, généralement, enfin dans la plupart je ne vais pas dire dans tous, parce que je pense que la haie d'honneur se pratique certainement dans plusieurs endroits, mais ce qui se passe généralement, c'est que les pompes funèbres vont chercher le corps, que l'on met dans une housse, et puis il sort sur un brancard par la porte de derrière, par la porte des poubelles, en fait. Et puis, généralement, c'est ni vu ni connu, on ne parle pas, on ne dit même pas aux autres résidents que quelqu'un est mort. C'est souvent, malheureusement, comme ça que ça se passe. Véronique Robert et son équipe ont décidé de faire une haie d'honneur. Alors, c'est quelque chose que j'ai assisté. C'est extrêmement simple, sobre. Les pompes funèbres vont chercher le corps sur un brancard, et il est recouvert, il n'est pas dans une housse, il est recouvert d'une couverture qui en général a été choisie par la famille, une couverture de couleur. Et puis, alors qu'une musique est diffusée, la musique choisie par le résident, ça en dit long sur le fait que le résident pense à sa haie d'honneur et donc ose dire, pour ma haie d'honneur, je voudrais le Requiem de Fauré, ou je voudrais une chanson des Beatles, c'est choisi par le résident. Les pompes funèbres descendent avec l'ascenseur, et là, il y a tous ceux qui veulent bien, il n'y a pas d'obligation, être là pour former la haie d'honneur. Il y a bien sûr les soignants, les professionnels de l'établissement, et les autres familles des résidents, les résidents eux-mêmes, qui sont là. Et les pompes funèbres s'arrêtent 1 minute, il y a 1 minute de silence, et puis on sort par la grande porte. Et on voit bien que c'est l'occasion pour les soignants d'exprimer une émotion. On voit des soignants qui essuient une larme, on voit ils se prennent dans les bras avec les familles, on se manifeste cette solidarité qui est au fond ce qui nous permet de porter ensemble le deuil. Et c'est magnifique, c'est simple, et en tout cas, on voit bien que depuis qu'ils ont mis en place cela, la mort n'est pas tabou. Dans l'établissement, on en parle comme quelque chose qui arrive, bien sûr. Quand on héberge et qu'on soigne des personnes très âgées, on sait très bien qu'un jour, elles vont mourir. Marie de Henzel, dans la possibilité de faire son deuil, ou dans le travail qui peut être fait, il
Est-ce que ceux qui nous ont quittés, comme ça, à qui on n'a pas pu dire au revoir, qui sont morts seuls, est-ce qu'ils ils peuvent faire partie de ces invisibles auxquels vous avez consacré votre dernier livre aussi? Alors effectivement, mon dernier livre qui s'appelle Vivre avec l'invisible, où j'ai, d'ailleurs, il faut le dire, pas du tout parlé de l'invisible, dont je n'ai pas une définition, à part la définition toute simple de ce qu'on ne voit pas. Hein. Mais j'ai été à la rencontre de beaucoup de gens qui témoignent de ce que c'est pour eux que ce lien qu'ils ont. Alors, dans ce lien, il y a le lien que l'on a effectivement avec ces morts. Hein, que beaucoup de gens appellent leurs invisibles, parce qu'effectivement, quand quelqu'un est mort, il n'est plus dans le champ du visible, mais il est vivant, comme je le disais tout à l'heure, dans notre cœur et dans notre esprit. Et beaucoup de personnes ont un lien avec cette personne qui n'est plus là, à qui ils s'adressent, souvent d'ailleurs pour demander guidance ou protection. Et ce qui m'a beaucoup frappé, parce que ce dernier livre est un livre que j'ai commencé à écrire il y a très longtemps, à la suite d'une conversation avec Stéphane Hessel, qui m'avait cité une phrase de Rilke, que nous sommes encadrés d'invisibles. Et donc j'avais commencé à prendre des notes sur le lien que chacun peut avoir avec ce qu'il appelle l'invisible. Et c'est au moment du confinement, pendant le confinement justement, quand j'étais sur ces plateformes de soutien, le nombre de personnes seules qui étaient dans une solitude mais extrême, qui m'ont dit, vous savez, qui m'ont dit après, on a tenu le coup parce que nous avons parlé avec un de nos invisibles. Et ça, je me suis dit, tiens, c'est quand même extraordinaire, alors qu'ils n'avaient plus aucune relation avec leur famille, sauf avec les moyens technologiques, évidemment le téléphone, mais ils ne pouvaient plus. Des personnes se sont senties très, très seules. Eh bien, je me suis dit, voilà, ils ont spontanément trouvé une façon de se sentir moins seuls. Hein. Alors, vous avez d'ailleurs cette citation, la mort, c'est la fin de la vie, mais pas la fin d'une relation. Voilà, j'aime beaucoup cette situation, cette citation qui est aussi une situation. Mais effectivement, la mort met fin à la vie du corps, mais pas à la relation. Et beaucoup d'endeuillés, ou même après le deuil, vous disent qu'ils sentent que leurs morts sont présents comme... Voilà, comme des figures, comme des présences protectrices. Hein. C'est surtout ça que j'ai rencontré dans les témoignages. Parmi ces invisibles, il y a d'autres choses que vous évoquez dans votre livre. Vous parlez de la synchronicité, et j'imagine que si vous voulez bien le raconter, quelques événements qui se sont produits pour vous, certains d'entre nous se diront, mais tiens, moi aussi, ça m'est arrivé dans d'autres circonstances. Qu'appelez-vous la synchronicité? Un événement qui arrive alors qu'on pense à une personne, par exemple? Alors, c'est une expression qui vient de Jung. De la synchronicité, en fait, on pourrait la traduire par des mystérieuses coïncidences. Les gens disent « Ah ben c'est du hasard », sauf que dans la coïncidence mystérieuse de la synchronicité, il y a du sens. Ça fait du sens. Hein. Effectivement, on peut penser à quelqu'un, et puis tout d'un coup, le téléphone sonne, et cette personne, voilà, est là au bout du fil. Il y a des tas d'exemples de synchronicité. Je vais en raconter une qui est assez étonnante. Les lunettes, la chevalière? Non, oui, mais non, je vais en raconter une qui est assez étonnante parce que pendant le confinement, au début, en novembre, le deuxième confinement, un de mes amis, 80 ans, a eu le Covid, très grave. Il s'est retrouvé en réanimation. Il s'est retrouvé intubé sur le ventre. Et cet ami, dont la femme, d'ailleurs, avait du mal à venir le voir parce qu'on l'empêchait de le voir, je me souviens d'avoir insisté pour que, auprès du médecin,
elles disent qu'ils n'avaient pas le droit, parce que là, nous étions au 2e confinement. Et Emmanuel Macron, qui, après la sortie de mon livre, avait dit quand même à la télévision, on ne pourra plus empêcher quelqu'un d'aller voir un mourant. Donc je lui ai dit, il ne peut pas t'empêcher d'aller voir ton mari. Ce qui finalement, il l'a laissé venir. Mais ce couple avait donné à une de mes amies un petit olivier. Je dirais l'année précédente. Et cette amie s'apprêtait à jeter cet olivier qui avait l'air mort. Quand, apprenant justement l'hospitalisation de cette amie qui s'appelle Claude, eh bien, elle est allée dans le jardin et, à sa grande surprise, elle a vu que le petit olivier, alors qu'on était en novembre, faisait des petites pousses. Elle s'est dit, c'est quand même étonnant, un olivier qui fait des pousses en novembre. Des petites... Et elle a eu cette idée, cette pensée. Elle s'est dit, mais est-ce que l'olivier n'est pas en train de me dire que Claude va vivre, alors que tout le monde, nous pensions tous qu'il allait mourir. Donc ça, c'est un signe. Voilà, l'olivier fait des pousses et elle fait le lien avec celui qui a donné l'olivier. Vous voyez, ça fait sens pour elle. Et en fait, la réalité est que l'olivier a donné de plus en plus de pousses et que l'olivier a fait et que Claude en question est aujourd'hui comme vous et moi, sorti de réa sans aucune séquelle. Et donc ça, c'est une belle synchronicité parce que c'est comme si la vie revenant chez Claude, eh bien, avait fait. Il y avait un lien comme ça invisible, évidemment. Et peut-être totalement irrationnel. D'ailleurs, je rappelle à ce propos que toutes les histoires que je raconte sont évidemment, les gens me les ont racontées parce qu'elles sont intimes, secrètes. Ils n'osent pas les raconter parce qu'ils ont peur qu'on n'y croit pas. Bien sûr. Et ils ont peur qu'on les prenne, qu'on pense qu'ils fabulent. Mais voilà, ces histoires existent, les gens me les ont racontées, et je pense que ces histoires sont naturelles et pas surnaturelles, elles sont normales et pas paranormales. Hein, et parce qu'il y a aussi en chacun d'entre nous un petit fond d'irrationalité. Hein. Alors c'est la question que j'allais vous poser. Nous sommes dans un monde rationnel, mais on a un petit fond d'irrationalité. Peut-être faut-il savoir les recevoir aussi, ces signes. Alors, il faut les voir, bien sûr. Et il y a des gens qui les voient plus que d'autres, c'est vrai. Et c'est un... Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait sens. Hein. Et donc, moi, j'ai recueilli effectivement, toutes ces... il y a des synchronicités, par exemple... ma mère, j'ai parlé de ma mère ma mère dont j'étais hier à Autun pour fêter le centenaire de ma mère qui est morte mais qui aurait eu 100 ans hier, qui est morte il y a quelques années. Et je l'ai accompagnée dans ces derniers moments dans une maison de soins palliatifs à Paris. Et je lui disais toujours en partant, maman, je vous laisse dans les bras des anges. D'ailleurs, dans mon livre sur l'invisible, j'ai parlé des anges, parce que ça fait partie des invisibles aussi. Je vous laisse dans les bras des anges. Bon, et elle avait un petit sourire, comme ça. Et en fait, elle est morte le jour de la fête des anges, le 2 octobre. Et j'ai trouvé un clin d'œil, comme ça. Je me suis dit, ça, c'est quand même étonnant. Ça, c'est une petite synchronicité, vous voyez, encore. Voilà. Il y a, alors, parmi ces anges aussi, parmi ces invisibles, je veux dire, il y a ces anges auxquels de temps en temps vous faites appel lorsque vous avez besoin d'une aide. Vous racontez ces deux aventures qui vous sont survenues. Je parle notamment de la chevalière de votre fille. C'est très, très troublant ce qui s'est produit. Vous pouvez nous raconter ? Oui, alors c'est... Bon, mon fils, le dernier de mes fils, était allé voir son père... Qui lui avait donné sa chevalière. Et mon fils était très ému que de son vivant, son père lui donne sa chevalière. Donc, il arrive dans une maison que nous avons dans le Midi et il nous raconte cela.
Et le lendemain, nous allons nous baigner dans une rivière qui est à côté, c'est dans le Gard que ça se situe, et une rivière qui est assez chahutée. C'est pas une rivière tranquille, hein, il y a des petites cascades. Et mon fils joue avec s'asperger avec sa compagne. Ils se battent un peu gentiment dans l'eau comme ça, et tout d'un coup, il pousse un cri et il dit ma chevalière. Et il se trouve que sa chevalière a glissé de son doigt et est tombé dans le... Bon, alors évidemment, je le vois, il est blanc comme un linge parce que c'était un cadeau auquel qui était très important pour lui. Et donc, il se met à plonger, évidemment, on imagine, hein, c'est pas ce que ça peut être, que c'est remous, que des voisins prêtent un masque, enfin, il y a une recherche pendant 1 heure, tout le monde s'y met, on cherche. Et puis tout d'un coup, mon autre fils, de l'autre rive, parce que moi j'étais sur un bord de la rivière, il était de l'autre côté, il me dit « Mais maman, pourquoi tu ne demandes pas à tes invisibles ?» Alors tout d'un coup, je me suis dit « Mais au fond, c'est vrai, il a raison. » Et donc j'ai fermé les yeux et j'ai demandé très fort intérieurement de l'aide à une de mes invisibles. Et à ce moment-là, j'ai eu une image qui m'est arrivée. Hein. J'ai vu ce geste-là, j'ai vu mon fils faisant ce geste, avec un cri de joie et la chevalière au bout des doigts. J'étais très troublée par cette image qui est arrivée. Et donc, je me suis entendue lui dire « Mais Jean, la chevalière est à tes pieds. » Et en même temps, je me disais « Mais qu'est-ce qui te prend? Si tu savais qu'elle était à ses pieds, ça fait 1 heure que tu lui aurais dit. » Alors j'avais un double discours. Je me disais, et puis en même temps, j'avais comme une voix en moi qui lui dit si, c'est là. Mais maman, ça fait 1 heure que je cherche. Je lui dis regarde. À ce moment-là, il a repris un masque. Je l'ai vu plonger sa tête sous. La rivière n'était pas très profonde. Hein, c'était, je sais pas, 80 cm. Hein, et je le vois qui plonge. Et tout d'un coup, le geste que j'avais vu quelques minutes avant, je le vois, son geste comme ça, avec un cri de joie et la chevalière au bout. Et il m'a dit qu'effectivement, quand il avait plongé, il avait vu un tout petit reflet doré et qu'elle était à 2 cm sous la vase. Donc ça, voilà, c'est une histoire à dormir debout. Je vous l'accorderai volontiers, qui moi-même m'a beaucoup troublée. Mais bon, mais encore une fois, je ne suis pas la seule du tout à avoir eu ce genre d'histoire dans ma vie, et dans les témoignages que j'ai recueillis, il y en a beaucoup comme ça, des objets que l'on retrouve parce qu'on a demandé très fort, hein, je dois dire, de l'aide à quelqu'un qui n'est plus là. Marie de Henzel, vous parlez dans votre livre de votre bande d'invisibles. Est-ce que François Mitterrand fait partie de votre bande d'invisibles ? François Mitterrand, dont on peut rappeler, si quelqu'un l'ignore encore dans la salle, vous avez eu une relation tout à fait privilégiée avec lui autour de la mort, la fin de vie. J'avais écrit Croire aux forces de l'esprit. C'est pas quelqu'un que j'invoque. C'est pas quelqu'un à qui je demande de l'aide. Non, donc il fait pas partie de... Voilà, j'ai quelques personnes à qui je demande de l'aide, mais... Pourtant, il vous a demandé la vôtre. Oui, mais il m'a aidé aussi, parce que je crois que notre relation était parfaitement équilibrée. Il m'a aidé. Hein, c'est lui qui avait créé mon poste en soins palliatifs, qui m'a beaucoup soutenue dans ces années d'accompagnement, qui a préfacé mon livre « La mort intime », donc il m'a beaucoup aidé. Je l'ai aidé aussi, je le sais, mais voilà, c'était assez équilibré comme échange. Mais c'est un... Alors, par contre, j'ai une petite maison dans le Gard, là, justement, dans laquelle j'ai une pierre celte, qui est l'avant-dernier menhir de la chaîne d'Irlande, et qui est là sur le terrain qui est devant ma maison. Et François Mitterrand, quand je lui avais raconté cela, il m'avait dit « Je veux venir la voir, je veux la toucher ». Et on sait qu'il était très sensible aux énergies, les énergies de la nature, des arbres, des pierres. Et donc, il était venu 2 fois. Et 2 fois, il est descendu mettre ses mains sur cette petite pierre. Et
avant de mourir, la dernière fois que je l'ai vu, c'était 3 semaines avant sa mort, il m'a dit « Marie, est-ce que vous mettrez une petite pierre en souvenir de moi à côté de la vôtre ?» Et donc, effectivement, j'ai choisi une petite pierre blanche qui est collée contre le menhir et que tout le monde, mes enfants, toute la famille appelle la pierre de François Mitterrand. Et c'est vrai que quand je vais m'asseoir moi-même près de ce petit menhir où je vais souvent méditer, eh bien, j'associe évidemment dans ma méditation, j'associe François Mitterrand. Voilà, effectivement. Alors, je vous propose qu'on termine cet échange, et Dieu sait si on pourrait passer longtemps ensemble, par des questions de la salle. Donc, si quelqu'un, normalement, des micros vont être mis à votre disposition. Quelqu'un veut-il intervenir, poser une question? Il y a peut-être des gens derrière nous, donc n'hésitez pas à vous manifester. Hop. Faites signe si je ne vous vois pas. Vous parliez un peu davantage de ce regain d'énergie. Oui. Quelque temps avant de mourir. Oui, c'est tout à fait surprenant parce que et je l'ai vu. Alors vous pouvez pas savoir, mais je l'ai vu des centaines de fois. Des personnes qui sont très faibles, très affaiblies, et puis tout d'un coup, il y a cette énergie psychique. Quelqu'un demande absolument la visite de quelqu'un. Quelqu'un veut faire un dernier repas avec quelqu'un. Je me souviens c'était l'époque quand j'étais en soins palliatifs, il y avait beaucoup de sidéens. Et je me souviens très très bien d'un homme atteint du sida, mais cachectique. On aurait cru vraiment... vous savez, ces images que l'on voit de personnes dans les camps de concentration, n'avaient plus que la peau sur les os. Et cet homme a réclamé, tout d'un coup, voilà, il y a une énergie folle qui est arrivée. Il a commandé chez Ediard tout un repas. Il a invité un homme, un ami qui était certainement très important pour lui, qui est arrivé dans la chambre et il a voulu qu'on lui serve ce repas. Lui-même ne pouvait pas. Il a dû prendre une petite bouchée de chaque chose, mais certainement pas plus, il ne pouvait pas. Mais c'était un dernier repas dans lequel il lui a parlé. Et les soignants, tous les professionnels de santé que nous étions dans l'unité de soins palliatifs, nous ne comprenions pas comment cet homme qui était si faible pouvait trouver l'énergie de communiquer avec cet ami. Eh bien, c'est un exemple du travail du trépas. Je l'ai vu vraiment très, très souvent. Mais je parlais de ma mère, par exemple, tout à l'heure, qui elle, était mourante. Et puis, j'ai une sœur qui vit à Jérusalem et qui est revenue la nuit. Bon, ma mère était quasiment dans un coma vigile. Et puis, le médecin est arrivé avec ma sœur et dans une voix très forte a dit à ma mère « Madame, votre fille Jeanne est là ». Et à ce moment-là, contre toute attente, elle est sortie du coma. Mais vraiment, elle est sortie, elle a ouvert ses yeux et elle a pu lui dire « Oh, ma Jeanne ». Enfin, elle lui a... Il y a eu un dernier échange entre eux. Mais c'était totalement, je dirais, surprenant parce qu'elle était depuis plusieurs jours dans cette forme de coma vigile dans lequel sont souvent les mourants. Donc voilà, ça aussi c'est un exemple de ce regain d'énergie qui arrive au dernier moment et qui est... de Musan parle d'appétence relationnelle, comme si tout d'un coup on avait... Puisque là, au service de la relation, une énergie arrive. Oui. C'est davantage de l'ordre du psychisme. Moi, je me pose beaucoup la question, qu'en disent les médecins, les scientifiques ou la psychanalyste? Ben, les médecins, ils constatent, c'est tout. Hein. Ouais, finalement, on peut faire un constat.
On peut que constater, parce que, puis d'ailleurs, dans tout ce que j'ai écrit dans mon dernier livre, je me garde bien, je veux dire, de chercher des explications ou des preuves. On constate, c'est tout. Voilà. On constate que ça a lieu. Mais il n'y a pas vraiment d'explication, en tout cas, d'explication rationnelle ou dans l'état actuel de la science, on n'en sait pas plus. Vous parlez de votre maman et du coma dans lequel elle était plongée. Vous dites d'ailleurs qu'il ne faut surtout pas hésiter à parler aux gens qui sont dans le coma. Oui. Oui. Mais vraiment, ça, je l'ai beaucoup. J'ai beaucoup travaillé avec les familles qui sont souvent désespérées parce qu'elles arrivent. La personne est dans le coma, elles se disent oh là là, voilà, j'arrive trop tard. Et j'ai toujours dit non, asseyez-vous, parlez-lui, parce que quelque chose dans cette personne, au fond d'elle-même, vous entend. J'en suis persuadée. J'ai eu trop d'exemples pour justement me montrer qu'effectivement, quelque chose au fond de l'être perçoit ce qui est dit. Et je me souviens d'ailleurs d'une femme qui était venue vraiment en pleurs en me disant « Ça y est, mon mari est tombé dans le coma, ça fait 30 ans que je ne lui ai pas dit que je l'aimais. » Et je lui ai dit « Mais écoutez, retournez et puis dites-le lui, même si dans le coma. » Et elle me dit, elle est revenue après, bouleversée parce que son mari qui était dans le coma a eu une petite larme qui a coulé le long de la joue. Donc elle sait qu'il a entendu cette parole. Vous voyez, et ça c'est très fréquent. Hein. Même quelqu'un qui est dans le coma, c'est tout d'un coup la larme qui coule le long de la joue est assez répandue. Y a-t-il une question ? Oui, je monsieur. crois que je sais pas de. Ah, si. Pensez-vous que, ayant perdu un proche, un enfant, il soit possible qu'il vienne dans mes rêves et que le jour où, malheureusement, j'étais à ses côtés, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti de ma vie. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que, bien sûr, c'est encore très fort. J'ai eu plein d'images, en fait, des images du passé, mais qui, en fait, étaient très présentes. Donc, pensez-vous que ce soit aussi cette forme de trépas dont vous parliez ? Non, là, vous parlez de quelqu'un qui est mort et qui revient, que vous sentez présent, ou revient dans vos rêves. Exactement. Mais oui, mais vous savez, mais alors, le jour J, en fait. Vous n'êtes pas le seul. Hein. D'accord. Je pense bien. Enfin, moi, j'ai rencontré énormément de gens, bien sûr, qui ont cette expérience. Elle est tout à fait naturelle, hein, et pas surnaturelle. Naturelle. Hein, voilà, ça c'est... J'en ai raconté beaucoup dans mon livre. Hein. Oui, mais vous invoquez aussi, vous dites, peut-être l'avez-vous fait aujourd'hui d'ailleurs, je ne sais pas, mais vous dites que dans certaines de vos conférences, lorsque vous racontez le témoignage, enfin, les relations que vous avez eues avec des gens que vous avez accompagnés jusqu'à leur dernier souffle, que souvent vous leur dites aide-moi, sois avec moi pour mettre dans votre bouche, si je puis dire, ce qu'ils auraient pu dire à votre place. Et là où on sera à tes côtés, Marie. Oui, j'ai eu beaucoup de personnes que j'ai accompagnées qui m'ont dit Marie, quand on sera de l'autre côté, on vous aidera. Ça, j'ai entendu ça plusieurs fois. Et effectivement, quand je donne une conférence ou que je parle de cette expérience de l'accompagnement, c'est vrai qu'avant, ça prend quelques secondes, mais je leur demande d'être à mes côtés, et de mettre effectivement, d'inspirer les mots que je vais dire, hein, puisqu'au fond, je parle d'une expérience qui est vécue avec eux. Hein, moi, je ne suis pas morte, je ne sais pas grand-chose de la mort, hein, mais eux, ont fait l'expérience et je leur demande, oui, de mettre comme ça les mots qu'il faut dans ma bouche et d'inspirer ce que je dis, puisque la plupart du temps, je parle sans notes et donc sans un texte. Voilà, je me laisse inspirer. Y a-t-il... Oui, madame ? On va vous apporter un micro.
avez évoqué l'importance donc de la relation au moment de la séparation. J'ai eu effectivement la chance de pouvoir le vivre. Mais alors, que faut-il penser d'une situation un peu en creux par rapport à ça, c'est-à-dire une personne que vous allez voir tous les jours, et puis vous lui dites que jeudi, vous ne pourrez pas venir, et c'est jeudi qu'elle décide de partir. C'est très fréquent, madame, vous n'êtes pas la seule. Et je pense que c'est... Vous voyez, je pense qu'il y a des personnes qui, peut-être pour partir, je ne suis pas sûre de ce que je dis, c'est une hypothèse, hein, pour partir, ont peut-être besoin de se sentir seul dans la mesure où quelqu'un qui vient tous les jours montre quand même un attachement. Hein. Pour partir, il faut se détacher. Voilà. Et vous n'êtes pas la seule. Vous ne pouvez pas savoir le nombre. Quand une famille est hyper présente auprès d'un mourant, et puis toute la famille va prendre un café, c'est à ce moment-là que la personne meurt. Comme si pour mourir, il ne fallait plus sentir cet attachement. Alors ça voudrait dire que la relation et cet amour et tout ce qui doit être dit l'a été. Oui. Ah bah oui, sûrement. Ça, c'est sûr. Non, mais bien sûr. Ça, c'est sûr, parce que effectivement, vous avez raison. Tant que ça n'a pas été dit, et les personnes souvent restent. Et moi, j'ai eu aussi l'expérience de personnes qui sont restées dans des comas pendant des semaines, et on ne comprenait pas. C'est dans la mort intime que j'ai raconté ça. Un homme qui avait un cancer des voies ORL, qui était dans le coma depuis 3 mois et qui n'était pas alimenté, il était hydraté. C'est pour ça qu'il était encore en vie. Mais l'équipe ne comprenait absolument pas ce qui pouvait le faire tenir en vie. Et en parlant avec... j'ai rencontré tous les membres de la famille, dont son ex-femme. J'avais rencontré sa femme, mais pas son ex-femme, qui était venue me voir et qui m'a raconté qu'elle avait une fille avec cet homme et que cette fille voulait aller le voir, mais qu'elle l'empêchait parce qu'elle ne voulait pas qu'elle ait cette image de son père très dégradé. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais au fond, il attend. Parce qu'elle m'a dit, elle voudrait aller le voir. Les inconscients communiquent. Je me suis dit, son père le sait qu'elle veut venir le voir, il l'attend. Et c'est ce que j'ai dit à cette femme. Alors, je lui ai promis qu'on allait faire tout ce qu'il fallait pour que le visage de cet homme soit regardable, c'est-à-dire un pansement propre, pas que cette jeune fille ne soit pas impressionnée. Elle est venue. Moi, je n'étais pas là, mais l'aide-soignante qui était là lui a dit, tu sais, tu peux masser les pieds de ton père et c'est une façon pour toi de lui montrer que tu es présente, tu lui dis au revoir, tu lui parles et tu lui masses les pieds. Ce que la jeune fille a fait, parce qu'en plus, pouvoir faire quelque chose, ça aide aussi, hein, quelque chose de bon pour l'autre. Donc, elle a massé les pieds de son père, elle lui a dit au revoir. Eh bien, l'homme est... Et la fille est sortie et il est mort 1 ou 2 heures plus tard. Donc c'est bien ça, c'était bien ça. Voilà. Marie de Henzel, vous parlez justement de cette aide-soignante et de son attitude tout à fait empathique avec les patients dans le service dans lequel vous étiez. Où en sommes-nous des soins palliatifs dans notre pays et ce que nous venons de vivre? J'évoquais au début de notre entretien l'absence de psychanalystes dans le comité scientifique, dans le conseil scientifique. Est-ce que la loi Leonetti, à laquelle vous avez largement participé, puisque c'est un de vos rapports qui a conduit à cette loi, est-ce qu'elle ne pourrait pas être amendée avec quelque chose qui nous prémunirait de revivre une situation comme celle que nous avons vécue? Je ne suis pas sûre que... alors, pour répondre à la question, les soins palliatifs ne sont pas assez développés, ça c'est clair. Hein, il faudrait vraiment les développer plus, parce qu'ils sont... il y a eu un arrêt du développement des soins palliatifs, sans doute pour des raisons financières d'ailleurs,
parce que c'est souvent des arbitrages financiers qui sont derrière tout ça. Donc, ils ne sont pas suffisants, c'est sûr. Je ne suis pas sûre que ça empêcherait. Je pense que c'est plus au niveau d'une réflexion éthique. Et une réflexion éthique, ça doit déborder des soins palliatifs. Je pense que dans tout endroit où on accueille des personnes vulnérables, que ce soit des hôpitaux, mais les EHPAD, c'est face à la vulnérabilité d'autrui, eh bien, il faut prendre l'habitude de penser. Parce que c'est ça l'éthique, c'est penser sa pratique. Est-ce que ce que je fais est humainement acceptable ou pas ? Ça, c'est la question à se poser. Il y a eu un défaut d'éthique, ça, c'est sûr. On ne s'est pas posé la question dans ces termes. Donc, je crois que c'est plus le développement de la réflexion éthique qu'il faudrait pour empêcher que l'on puisse à nouveau vivre ce que l'on a vécu là. Mais par ailleurs, je suis bien sûr pour le développement qui est nécessaire des soins palliatifs, parce que tout le monde sait que toutes les personnes qui ont accompagné quelqu'un dans le cadre des soins palliatifs, on sait très bien que le fait de soulager la douleur, de respecter le refus de traitement, de pouvoir, accompagner, eh bien, ce sont les 3 piliers de la dignité du mourir. Ne pas souffrir, être respecté dans le fait qu'on dit stop, je n'ai pas envie d'avoir une réanimation de plus, ou même je n'ai pas envie qu'on me force à m'alimenter aussi. Ça aussi, ça doit se respecter chez les personnes âgées aussi, qui rêvent en fait, la plupart, de mourir d'anorexie finale. Elles voudraient quand elles n'ont plus faim, qu'on les laisse tranquilles et qu'elles puissent glisser doucement, ce qui est très différent du syndrome de glissement, parce que dans le syndrome de glissement qu'on a vécu au premier confinement, il y a une connotation de détresse, de désespoir, ce qu'il n'y a pas chez les personnes qui sentent qu'elles sont arrivées à la fin de leur vie, que voilà, la vie est vécue, et puis qui disent... Au fond, j'ai juste envie de glisser doucement dans la mort et qu'on ne me force pas à vivre. Donc ça, les personnes âgées rêvent de cela. Je peux vous dire parce que j'ai été pendant des années, ces dernières années, en relation avec des personnes de 80 à 100 ans, et nous parlions de la question de la mort et du mourir, et c'est une question qui n'était pas du tout taboue dans nos échanges. Marie de Henzet, je ne sais pas si votre bande d'invisibles était présente aujourd'hui, mais en tout cas, ils vous auront beaucoup inspiré. Merci beaucoup. Merci.